Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars 2011 et je voudrais faire une petite capsule vidéo sur les banques d'investissement. Il est évident que ça va être un petit vidéo, disons, de façon superficielle, là, pour expliquer un peu les grandes lignes des banques d'investissement. Tout d'abord, il faut faire un petit préambule là, et remonter à la crise de 29. Parce que avant le crash immobilier de 1929, les banques d'investissement et les banques commerciales, puisqu'on va quotidiennement mettre nos dépôts à la banque, là, avaient le droit de faire un peu n'importe quoi dans le système financier, tout ce qui était permis. Ça veut dire qu'une banque commerciale pouvait être une banque d'investissement et il n'y avait pas de problème là. Mais après le crash de 1929, le gouvernement américain a fait des enquêtes à Washington pour savoir comment ça se fait que ça s'était écroulé comme ça. Et là, les banques ont été sérieusement blâmées, comme en partie, pas totalement, mais en partie responsables de la crise de 29. Alors, qu'est-ce que le gouvernement américain a fait? Il a réglementé les banques avec le Glass-Steagall Act. Ça, probablement que c'était 2 sénateurs américains là, en 1933. Qu'est-ce que ça disait, ça, en gros? À l'avenir, les banques de dépôt, ceux qui prennent le dépôt des épargnants, là, vous allez être une banque commerciale et vous n'avez plus le droit d'être une banque d'investissement. Là, le gouvernement américain, vous allez choisir. Si vous voulez être une banque d'investissement, ceux qui va s'occuper des transactions boursières, là, de l'immobilier, ces choses-là, là, des titres, tout ce que vous voulez, là, en dehors du dépôt des épargnants, là, vous allez faire ça, mais vous n'avez pas le droit d'être une banque. Fait que ça a bien été un bon bout de temps, là, jusque dans les années 70, là, où la spéculation s'est emparée du dollar parce qu'on a enlevé les talons or, là, puis là, il y a eu toutes sortes de procédures, toutes sortes d'affaires qui se sont installées dans le système financier. Et graduellement, ça nous a emmené à 99 avec 3 sénateurs américains, là, Graham, Latch et Bleeley, qui, eux, ont fait sauter l'acte de 1933, le Glass-Steagall Act, là, pour, autrement dit, déréglementer les banques commerciales et les banques d'investissement. Ça veut dire qu'une banque commerciale, elle pouvait faire n'importe quoi, elle pouvait faire tout ce qui était permis dans le système financier, comme avant la crise de 1929. C'est sûr que c'est pas pareil, là, mais en gros, le principe est là. À ce moment-là, on voit ce que ça nous a amené, là. Mais si on va autour de 98-99, on sait que les Japonais, ils étaient mal pris. Ils avaient mis l'argent presque à 0%. Fait qu'est-ce que les banques d'investissement ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont allé chercher au Japon dans les yens qui n'étaient pas chers, là, des sommes astronomiques là, pour les investir ailleurs. Ça, ils ont fait ça au Brésil. Soit les hedge funds ou les banques d'investissement. Ils ont investi massivement au Brésil dans l'immobilier, la bourse, mais mettez-en parce que c'est un marché qui est en expansion. Mais au bout de 2-3 ans, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré à la bloc parce qu'il y avait assez d'argent de fait. Mais là, les Brésiliens ont resté mal pris. Les banques du Brésil ne peuvent pas s'en aller, les autres. Fait que l'immobilier qui valait, je sais pas, moi, mettons une propriété qui valait 4 millions, ils sont perçus qu'elle valait 2 millions. Fait qu'il y avait des hypothèques peut-être de 3 millions là-dessus. C'est la même chose qui s'est passée aux États-Unis, sauf les Brésiliens, eux autres, ben, ils ne pouvaient pas imprimer d'argent, là. Comme les Américains, ils ne pouvaient pas imprimer d'argent là, pour... sans ça, il y aurait une hyperinflation comme en Allemagne, puis l'économie se serait écroulée. Là, apparemment, ils ont restreint les lois là, pour se protéger contre ces spéculations-là. Maintenant, on sait que le dollar n'est pas cher. Là, c'est le dollar américain qui est devenu le dollar carry trade, qu'ils appellent. Ça, ils ont fait beaucoup de spéculations aux États-Unis avec le dot-com, de l'argent qui ne coûte pas cher, et les subprimes aux États-Unis. Mais
qu'est-ce qui s'est produit aux États-Unis? Le gouvernement américain a sauvé les banques parce qu'il serait tout en faillite. Comprenez-vous? Il a sauvé les banques d'investissement via les banques, là, parce qu'ils ont le droit de faire les mêmes choses en même temps. Mais, je voudrais revenir à une petite affaire, là. Aujourd'hui, les banques d'investissement sont dans un genre de confusion totale. Il y en a même au Canada. Desjardins, c'est une banque d'investissement aussi. Ça veut dire que leur rôle, autrement dit, ils sont assis sur deux chaises. Je ne dis pas qu'ils font tout ça, mais ils peuvent le faire. Supposons qu'un gros client, je ne sais pas, mettons, je sais pas, un gros fonds de pension, prenons la caisse de dépôt, voudrait acheter, mettons, 100 millions d'actions d'Alcan. Pour la caisse de dépôt, 100 millions, c'est pas... elle vaut peut-être 40-50 milliards aujourd'hui. Mais à ce moment-là, la banque peut légalement, si elle peut prendre le risque d'acheter les actions juste avant son client, puis les revendre à son client avec un petit profit. Ça, c'est... Ils ont le droit de faire ça parce qu'aujourd'hui, à Wall Street, là, les transactions, ça se fait quasiment au millième de seconde parce qu'il y a plus que 50% des transactions qui est effectuées par des robots. Des robots ou ce sont des formes mathématiques qu'ils appellent allégoriques. Là. Les robots sont programmés, puis quand ils savent comment vivre avec ces allégoriques-là, quoi acheter, quoi vendre, en tout cas, ça marche de même aujourd'hui. Que voulez-vous? Fait que là, c'est sûr que le système, là, la bourse est très très haute, mais le système n'est pas sûr. Parce qu'aux États-Unis, là, c'est sûr que si vous voulez, ils mènent encore le monde parce que le piastre est encore le World Reserve Currency, là. Mais là, ils font des stimulus, mais ils n'appellent plus ça stimulus, ils appellent ça Q et 1. Là, ils sont rendus à Q et 2. Quantitative easing. Ça paraît mieux. Mais ça, c'est encore de l'imprimer de l'argent pour le mettre dans le système. Là, ils tiennent tout l'immobilier commercial aux États-Unis avec ça, là, parce que s'ils ne faisaient pas ça, l'immobilier commercial s'effondrerait demain matin. C'est sûr que si je reviens encore, que si les banques et les banques d'investissement étaient séparées comme en 29, ça serait plus difficile de faire ça. Parce que les banques, l'argent des épargnants, normalement, ça doit servir à faire rouler l'économie. Hein, investir, le gars qui est un commerçant, là, qui a du coin, là, qui a besoin de 25 000 $, ça marche de crédit, il s'en va à la banque, puis là, la banque, il avance. Ou il veut grossir son entreprise. Ça, c'est le rôle de la banque. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des banques d'investissement et des fois, jouer dans ces affaires-là, c'est pas payant pour eux autres. Il aiment mieux aller sur vers les hedge funds, des affaires de même, là, faire des transactions rapides, là, une couple de jours, puis sortir là-dedans. Je dis pas que c'est illégal, mais on voit ce que ça nous a mené. Et je voudrais parler d'Obama. Le président Obama, quand il est arrivé au pouvoir, je pense que ses intentions étaient louables. Quand il disait que « Yes, we can », on peut changer de quoi, il avait appointé Paul Volcker en 2008. Là. Ça, c'est l'ancien président de la Fed qui était sous Reagan de 1979 à 1987. C'est comme Bernanke aujourd'hui. Lui, il a essayé de ramener en avant là, le Glass-Steagall Act, mais il s'est rivé le nez. C'est sûr, les financiers de Wall Street font tellement d'argent à manger comme ça qu'ils ont fait des pressions sur Washington, puis là, on n'entend plus parler de ça. C'est lettres mortes. Où ça va nous mener, personne ne le sait. Sauf que quand on est dans la confusion des genres comme ça, c'est sûr que c'est pas... je trouve que c'est pas recommandable. On voit que c'est pas longtemps que le guichet unique existe. Ça fait depuis 1999, imaginez-vous. Regardez ce que ça a fait dans l'économie. Hein, ça a débalancé l'économie totalement. En plus de ça, un world currency comme le dollar qui n'est plus à côté par, mettons, de l'or, je ne sais pas trop quoi aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va prendre, là. Mais c'est sûr que
une réserve mondiale doit être contrebalancée par quelque chose de fixe. Qu'est-ce que ça va être? Personne ne le sait, là. C'est difficile à dire, mais c'est pas mal sûr que le règne du dollar tire à sa fin. Parce que on voit que il y a des terribles inégalités dans l'économie. Regardez tout l'argent qu'ils ont mis aux États-Unis. Hein? Tout l'argent que le gouvernement américain a mis dans le système bancaire, mais elle n'est pas allé aider les Américains. Hein? Ça a été détourné dans d'autres secteurs d'activité financières qui sont beaucoup plus payantes. C'est pour ça que en octobre 2010, le FMI avait fait recommandation que faudrait que les États continuent à aider les banques. Mais avec quel argent? Hein, les États, ils n'ont plus d'argent. Ils ont donné un bon coup, là, mais la prochaine fois, là, ils sont pas capables de faire ça. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver après le dollar américain? On ne sait pas, on est dans l'incertitude totale, mais sauf qu'en Europe, quand il y a eu la crise de l'euro en 2010, là, il y a des hedge funds qui ont essayé de jouer sur la Grèce à la baisse, puis il y en a d'autres qui jouaient à la hausse pour essayer disons que la Grèce un peu s'effondre, mais les hedge funds ils ont frappé un nœud là, parce que les Chinois sont intervenus en Europe. Là, ils ont laissé entendre qu'ils investiraient dans un pays européen. C'est très, très compréhensible parce que les Chinois, ils ont tellement de dollars américains que, comme je disais dans les capsules précédentes, là, ils se dépêchent de s'en débarrasser. Puis même la dernière émission que la Fed a faite là, pour le QE2, là, Quantitative Easing, apparemment les Chinois n'ont pas acheté d'émissions parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas mal. Là. Je ne dis pas qu'ils n'en achèteront pas d'autres, là. Sauf que là, c'est la Fed qui les a rachetés. Fait que là, quand on est rendu là, écoutez, là, c'est sûr qu'ils peuvent faire ça, les Américains, parce que leur monnaie, c'est encore le world currency. Mais là, de plus en plus de monde qui font plus affaire avec qui passent plus par le dollar, qu'on pense à la Chine, la Russie, il y a l'Iran, ça fait une couple d'années. En plus de ça, le Brésil. Fait que là, ils sont 4, là, que quand ils font leurs transactions entre ces pays-là, ils prennent plus le dollar. Ils prennent plus le dollar américain, ils prennent leur monnaie eux autres. Bon, que voulez-vous? Où ça va-t-il nous mener? Personne ne le sait. Sur ce, je vous dis bonne écoute, bonne journée et à la prochaine et merci.